à tous, je suis très content de vous retrouver pour ce sixième CQFR de la semaine. Ce à quoi il fallait répondre, on va répondre à toutes vos questions avec Shai. En tout cas, on va essayer parce qu'on a remarqué que certains d'entre vous aimaient poser des questions très pointilleuses sur de la J-League. On a eu le droit la semaine dernière, voilà une question sur la J-League. Shai, d'ailleurs, tu devais faire un point. Je te mets direct dans la sauce. Ah, le Tu devais salaud, j'ai faire pas un eu le point. temps. Je plaisante évidemment. Personne ne t'en voudra. En plus, tu as géré. Enfin, pas tout seul, parce qu'il y avait Théo qui m'a remplacé pendant la semaine, mais tu as géré les CQFR, les late sessions. On va pas t'en vouloir si tu ne t'es pas penché sur la J-League. Merci, Théo merci. qui est justement avec nous en off, en régie. Alors en régie depuis le 91, mais il est quand même avec nous. Théo, tu as sélectionné des questions, les questions qui ont été envoyées. Je répète, la boîte mail cqfr.rivers@gmail.com. Voilà, ça c'est fait. Théo, je vais te laisser la parole et je vais te laisser nous mettre dans la mouise, on va le dire poliment, sans doute avec des questions plus pointues les unes que les autres. Allez, je te laisse, Ouais, Théo. exactement. Je voulais remercier effectivement, vous remercier à nouveau tous pour vos commentaires sur les podcasts, sur les MOOC, tout ça, et puis d'avoir posé autant de questions. Je voulais commencer par une petite dédicace à Alika Villedmont qui nous a envoyé des tonnes de questions plus barrées les unes que les autres avec des montages vraiment marrants. Donc voilà, ça nous fait bien rire en interne. Donc un petit bonjour et un petit merci à Alika Villedmont. Et je vais enchaîner tout de suite avec une question plus sérieuse d'un de tes alter ego, Antoine, puisqu'il s'appelle Antoine aussi. Et sur une équipe dont on parle peu, effectivement, ça concerne le jazz. Donc voici ce que nous dit Antoine. Je suis fan du jazz, oui, on existe, et j'aimerais avoir votre point de vue sur la situation de Markkanen. Est-ce que la franchise doit compter sur lui pour être le Middleton du jazz, et donc le garder pendant et après la reconstruction, ou doit-on utiliser sa belle valeur pour récupérer encore de hauts pics de draft ? C'est une bonne question parce que avec la saison dernière où le Jazz a quand même surpris pas mal de monde, où Markkanen a franchi un palier assez clair, il est devenu All-Star. Je dis pas de bêtises, il était All-Star, Markkanen? Oui, oui, oui. Ok. Ça montre encore une fois que le fait que je zappe le All-Star Game tous les ans pour me faire un résumé, je me souviens plus, tu vois. Mais en tout cas, il a montré une vraie progression. C'est devenu ce qui ressemblait le plus à un franchise player pour le Jazz. Mais moi, j'aurais quand même tendance à penser que c'est peut-être pas la première option idéale pour Utah. En tout cas, c'est compliqué de construire une équipe très compétitive autour de lui. Il y a cette question du poste que tu as souvent souligné aussi, qu'il fallait pas trop le faire jouer 3. Bon, voilà, il y a ces questions-là qui doivent se poser en interne aussi. En fait, tout dépend est-ce qu'ils arriveront à faire venir une star, et ça me paraît compliqué. C'est-à-dire qu'il faudrait monter un trade pour faire venir un grand joueur dont Markkanen serait le lieutenant, ou alors drafter un talent incroyable lors de l'une des prochaines drafts et garder Markkanen toujours à côté pour faire un combo entre les deux. J'aurais tendance à dire que s'ils peuvent capitaliser et prendre et récupérer un gros package autour de lui, peut-être qu'il faudrait le faire. Ce serait peut-être triste pour les fans du jazz qui l'aiment bien sans doute, mais j'en suis plutôt là. Je sais pas ce que tu en penses, Antoine. Si, je partage. Déjà, je pense que Utah. Alors d'abord, Antoine, bon courage d'être fan du jazz, c'est pas facile. Il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Je pense que le Jazz ne s'attendait pas à ce que Markkanen soit aussi fort. Au moment où il lui récupère des Cavaliers, il sort d'une saison plutôt moyenne avec Cleveland, mais même s'il avait montré quelques belles choses, il ne s'attendait pas à récupérer un All-Star en puissance. Markkanen, il a eu 26 ans, il va en avoir 27. Même si là, le Jazz récupère une jeune star de 19 ans, on sait que les principaux pics, c'est des joueurs de 18, 19 ans, c'est des freshmen à la fac. L'écart avec Markkanen est tel que voilà, même si ce joueur à 22-23 ans il est prêt, à ce moment-là Markkanen en aura 30, 29, 30. Bon, il sera toujours dans son prime, mais il y a quand même un décalage d'âge. Et puis surtout, si tu as Markkanen avec un autre jeune, ça veut dire que tu vas sans doute pas tanker vraiment, mais tu seras pas non plus prêt pour être très compétitif. C'est un peu spécial quoi, comme situation. Par contre, je pense qu'il n'y a pas forcément une énorme urgence pour transférer Markkanen, même si son contrat arrive à expiration en 2025. Je crois que sa dernière saison, c'est 2024-2025. Je pense qu'il y aura une volonté de le prolonger absolument pour ensuite éventuellement le transférer à un moment. Mais ça dépendra des offres, comme souvent. C'est un peu ce qu'on va répondre sur chaque truc. C'est quand on parle de transfert, c'est que ça dépend évidemment des offres. S'il y a une équipe qui là est prête à mettre le paquet pour Markkanen, je pense que le Jazz se rendra à l'évidence. Un peu comme quand les Grizzlies ont transféré Pau Gasol à une époque, en fait. Voilà, Pau Gasol, il était
c'était un franchise player à Memphis, mais pas quelqu'un qui pouvait te mener à lui tout seul jusqu'au titre. Il y a eu une volonté à un moment de reconstruire. Ils ont transféré Pau Gasol. Ils ont récupéré Marc Gasol, qui n'était pas encore en NBA à ce moment-là. Et puis plus tard, ils font finale de conférence avec Marc Gasol, Zach Randolph, etc. Je pense que le Jazz sera amené sans doute à transférer Markkanen si le plan est de reconstruire de zéro. Je pense que c'était le plan déjà de Danny Ainge l'an dernier. Je pense que l'idée, c'était d'avoir Wembanyama. Et ça aurait été parfait, Markkanen aux côtés de Wembanyama. Voilà, ça n'a pas marché comme prévu. Le Jazz a été plus fort que prévu l'an dernier. Il y a des rumeurs sur le Jazz qui regarderait le marché, qui écouterait les offres, notamment pour Markkanen. Dans l'article que tu avais fait sur les trades qui changeraient un peu la face de la ligue, en tout cas à ce stade de la saison, il y avait des pistes sur Markkanen et toi tu l'écrivais comme un fantasme, mais je pense que c'est quelque chose de réaliste. Des équipes comme les Warriors, surtout maintenant. Et il y avait toi tu avais parlé des Lakers, mais je sais que les Warriors, il y a eu les Warriors, quelques bruits dessus. Voilà. Typiquement, c'est le genre de joueur qui peut redynamiser une équipe qui est en difficulté comme les Warriors ou faire passer encore un cap à une équipe qui est plutôt pas mal comme les Lakers. C'est des équipes qui ont des atouts, l'une et l'autre ont des atouts, et si tu peux faire venir un mec qui t'apporte 20 points par match, qui est capable de shooter, qui est un All-Star tout simplement, il faudra voir pour quel package, mais c'est quelque chose à envisager, ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que là, Markkanen, à ce stade, il ne peut plus vraiment être la star d'une équipe en reconstruction. On voit le joueur qu'il est, on voit un peu son plafond. Voilà, on se doute bien que ça ne sera pas une superstar en NBA, mais on se rend compte que lui, tu le mets à côté d'une ou deux justement superstars et tu as la deuxième ou troisième option parfaite dans la ligue. Et oui, je pense que l'équipe qui à un moment tentera de faire un transfert pour Markkanen sera une équipe qui est ambitieuse. Je pense que juste le Jazz, faudra donner un paquet de premier tour en fait. Un paquet de premier tour. J'ai peur que les Warriors, Kuminga et les quelques pics qu'ils ont, ça ne suffise pas, quoi. Moi, je pense que le Jazz va tranquillement attendre de drafter Cooper Flag dans 2 ans. Ça va sonner bizarre ce que je vais dire. Je vais dire, il a une bonne tête à être franchise player du Jazz. Peut-être une vague ressemblance avec Gordon Hayward, mais surtout, c'est un énorme talent et je pense que le Jazz va faire partie des équipes qui vont vouloir... qui vont tanker pour essayer de l'avoir d'ici 2 ans. Donc, courage à toi, fan du Jazz. On comprend. Je peux comprendre que tu sois nostalgique des années 90, si toutefois c'est là que tu as commencé à les suivre. Mais voilà, les lendemains seront bien s'ils arrivent notamment à drafter quelqu'un comme Cooper Flag. Allez, on enchaîne avec... j'ai 2 questions qui concernent la sensation de la saison, le prince Haliburton. La première de Vince. Ne pensez-vous pas que l'histoire du ballon en fin de match entre les Pacers et Giannis, ne pensez-vous pas donc que cette histoire montre que malgré tout son talent et son intelligence, le prince, entre guillemets, Haliburton, ne prend pas un peu le melon au détriment de son image et de sa fanbase? Ouais, c'est un incident, c'est un truc isolé. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est lui qui a leaké... qui a sorti les sons avec les sous-titres de ce qu'a dit Yanis et tout ça. Je crois qu'il y a ça. J'ai pas vu ça, moi. Ouais, bon, en tout cas, il a pas hésité à confronter Yanis. Alors, peut-être qu'il prend un peu la confiance, mais comment tu ne veux ne pas prendre la confiance quand tu joues à ce niveau-là, que du coup, tu es encensé médiatiquement partout. Il participe même à des podcasts avec Reddick, qui est un peu quasiment son mentor maintenant. Enfin, tout le monde partout, je veux dire, il a juste à allumer la télé, à aller sur les réseaux et voit que ça parle de lui comme une star. Il est très ambitieux. Je pense pas que... Et déjà, je pense pas que ce soit lui uniquement qui soit allé dire non, leur donnez pas le ballon, machin. Bon, voilà. Moi, je pense pas qu'il prenne le melon. Je pense que c'est quelqu'un de très lucide aussi sur les choses qu'il a améliorées et le niveau qu'il doit atteindre. Je dis ça parce que je l'écoute fréquemment quand il passe chez Reddick. Hein. Une fois par mois, tous les 2 mois à peu près, il passe et il répond à un mailbag. Je le trouve plutôt humble et en même temps très ambitieux. C'est un incident un peu isolé. On peut aussi se dire, est-ce que Yanis, il pète pas des câbles non plus Est-ce que ça justifiait de se mettre dans cet état-là? C'était un peu ridicule de courir comme un dératé. D'ailleurs, en parenthèse, ils ont embauché James Johnson juste après, le lendemain. Je sais pas si Yanis, il court comme un taré vers les vestiaires s'il y a James Johnson qui garde l'entrée, qui est devant la porte. Mais c'était une parenthèse. Non, moi perso, je pense pas qu'il soit en train de changer, ou alors s'il est en train de changer, c'est juste qu'il est en train de devenir une star ou superstar de la ligue, c'est tout. Oui, je pense que ça va avec le statut, quoi. Moi, je trouve pas que cet incident, il est trop isolé. Ouais. S'il y en a d'autres qui se répètent, à la limite, mais bon, là, celui-là, c'est dur de donner les torts à Haliburton. Haliburton, pour le coup, il est même sur le terrain au moment où il y a cette espèce d'échauffourée. Donc, c'est juste qu'après, il y a une discussion avec Yanis. Et je le répète, Yanis lui met un moment quand même dans ce match. Je l'ai déjà dit dans le CQFR de jeudi, mais il y a un moment, Haliburton, il est en train de marcher. Imagine, tu es dans la rue, tu es en train de marcher. Et il y a un mec beaucoup plus grand et beaucoup
costaud que toi qui, sans que tu saches pourquoi, il vient, il t'envoie au sol quand même, tu vois. Donc je pense qu'il y avait forcément un peu de bad blood. Et puis honnêtement, c'est un incident. Haliburton, effectivement, à chaque fois qu'on l'entend parler, il a quand même l'air d'avoir la tête posée sur les épaules. Il est très intéressant. Moi, je me fais pas trop de soucis. Après, voilà, il rentre dans une nouvelle dimension, donc il sera plus scruté, plus analysé. Il aura sans doute plus de haters. Hein. Quand un mec commence à être adulé, par définition, il y a des haters. Je ne dis pas que notre auditeur est un hater d'Haliburton, pas du tout. Hein, mais voilà, je ne m'inquiète pas trop pour le melon d'Haliburton, honnêtement. Allez, j'en ai une autre au sujet d'Haliburton, celle-ci envoyée par Antoine. Est-ce que vous pensez que Haliburton peut battre le record de passes décisives dans un match? Donc pour rappel, ce record, c'est Scott Skiles qui le conserve toujours avec 30 passes délivrées le 30 décembre 1990 face aux Nuggets. Est-ce que vous pensez qu'Haliburton peut taper ce record? Faudrait 2 prolongations, hein, je pense. Hein. Un match, celui-là, les 30 passes dans un match, il est dur, hein. Franchement, il est dur. C'est quoi la deuxième marque? C'est quoi la deuxième marque? Parce qu'après, il y a eu dans un passé récent, à part Rondo et Westbrook, est-ce qu'il y a quelqu'un je l'ai pas sous les yeux, il faudra que je regarde en même temps que je vous parle. Il n'a même pas encore fait 20 à Haliburton. Il n'a encore jamais fait 20. Voilà. Donc la deuxième... Ouais. Attends, pardon. Si tu as ça sous les yeux, Théo, on veut bien, histoire de... Mais parce que j'ai l'impression que c'est un record parmi les plus compliqués à atteindre, parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas un mec qui est arrivé assez proche de ça, quoi. Tu sais qui peut le chatouiller, celui-là? Luka Doncic avec 2 prolongations. Ah ouais, j'avoue. Parce qu'il a tous les ballons. Un match où il n'y a pas Kyrie Irving, où les shooters des Mavs sont vachement réussis, mais que malgré ça, Dallas prend quand même plein de points, donc il y a 2 prolongations. Et genre, Luka, il fait genre 44 points et 25 passes, quoi. Mais j'ai du mal, même Luka, j'ai du mal à l'imaginer à 30. Et Luka, il a tous les ballons. Hein. J'ai les stats si vous voulez. Donc c'est Scott Skiles effectivement avec 30. Derrière, c'est Kevin Porter, mais pas Kevin Porter junior de Houston, hein, je vous rassure, qui jouait pour les Bullets en 78. Derrière, il y a Stockton avec 28. Qui d'autre on a? Guy Rogers en 63 avec 28 aussi. Et derrière, il y a Bob Cousy en 59 avec 28. Stockton à nouveau en 89 avec 27. Et dernier de ce mini-classement, Geoff Huston en 82 avec 27 également. Donc c'est quand même pas si simple d'aller choper même la deuxième place. C'est chaud. Hein. Moi, j'ai un souvenir d'un match de Rondo où j'ai l'impression qu'il était... faudrait que je regarde son record en carrière de passe. Mais... non, je n'ai pas l'impression que ce sera Haliburton. Je sais pas pourquoi. C'est un mec qui va faire énormément de passes pendant toute sa carrière. Je pense qu'il sera toujours très élevé. Sa moyenne, il sera plusieurs fois meilleur passeur de la saison. Mais 30 passes, c'est lourd quand même. Hein. Pour Rondo, j'ai ta stat, Shai, 25 passes. Ah voilà, il était pas si loin. Ouais. Mais c'était un passeur exclusif. Il cherchait absolument. Personne ne s'attendait à ce que Rondo ait marqué des points, alors que Haliburton, maintenant, surtout avec le changement de stature, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de matchs, tant que c'est le joueur phare de l'équipe ou qu'il n'y a pas un autre très très gros talent à côté, est-ce qu'il va être capable de... 30, c'est énorme quand même. Je dis pas que c'est impossible, mais je crois pas que ce sera lui et j'ai pas l'impression que ce sera un record qui sera battu tout de suite. Il faudrait vraiment qu'il le cherche. Il faudrait qu'il le cherche, quoi, le record. Ils l'ont tous cherché. Tous les gars que j'ai cités, ils l'ont cherché. Scott Skiles, à la fin, la consigne du coach, c'était même de quand il vous donne la balle, vous dribblez pas, vous shootez, quoi. C'était ça la consigne du coach d'Orlando à l'époque. Donc, ils l'ont tous cherché. C'est spécial. Allez, une question, on va rester du côté de la conférence Est. François Xavier qui nous pose une question au sujet des Brooklyn Nets et sur Cam Thomas en particulier. C'est un joueur qui montre des qualités offensives étonnantes, bien qu'il porte un petit peu le costume de, entre guillemets, Mr. Croquinette, mais il a tout de même un potentiel. Comment évaluez-vous ce joueur? Quel est son plafond de progression selon vous? Il est très dur à évaluer, je trouve, parce que il est hyper emballant quand il prend feu là. Même sur des fins de match récemment, je l'ai bien aimé sur des fins de match récentes où je l'ai trouvé, j'ai trouvé qu'il sortait un peu de ce registre-là d'ultra croqueur et j'ai eu l'impression que c'était à bon escient, dans le bon timing. On l'a vu mettre des cartons énormes l'année dernière, alors que personne l'attendait, que les Nets en avaient besoin. J'arrive pas encore à savoir sur le spectre des Jordan Clarkson et Jordan Poole et tous les Jordan du monde, sauf Michael Jordan. J'arrive pas à le situer exactement sur le spectre. Par contre, il y a un énorme talent offensif. Je sais plus dans quelle émission je l'ai entendu l'autre jour, chez qui il était invité. Je me perds entre les différents podcasts, mais où je l'ai trouvé plus posé et moins farfelu que ce que son jeu ne le laisse supposer. Et plutôt la tête sur les épaules, assez conscient de qui il est, de ce qu'il fait sur le terrain.
Donc je suis toujours en phase d'observation pour Cam Thomas, moi, personnellement. C'est une bonne question parce que c'est un joueur pas simple du tout à évaluer, je trouve. Ouais, c'est même une très bonne question, ouais. Comme toi, j'ai pas vraiment d'avis définitif, déjà du fait qu'il a 22 ans, donc forcément, il est encore très jeune. C'est un mec, pour flamber un peu, dès sa première Summer League, je pense que c'était la Summer League, je sais plus si c'était pré-saison ou Summer League, mais il avait déjà en fait un espèce, ça se voyait déjà qu'il y avait un truc quoi, offensivement dans la manière de scorer. Après, j'aurais tendance à penser qu'il est trop attiré par les points, mais effectivement, peut-être qu'il va mûrir, tu vois, et qu'il va se développer autrement, mais il y a quand même un vrai attrait pour le scoring et une capacité à bouder s'il joue pas ou s'il a pas la balle, tu vois. Bon, après, voilà, il a que 22 ans. Hein. Là, c'était notamment sous Steve Nash. Est-ce que ça sera la même chose dans 3-4 ans quand il sera un homme de 25-26 ans? J'arrive pas à l'imaginer en superstar de cette ligue. Il est pas non plus très grand. Il fait 1m91. C'est un style. C'est très tentant la comparaison avec les Jordan. Alors, moi, je l'aurais mis avec un mec un peu plus coté. J'aurais mis avec Jamal Crawford, du coup. Si vraiment je devais, tu vois, je me dis, s'il était dans ce spectre des scoreurs qu'on imagine un jour sixième homme, je l'aurais plutôt mis dans la catégorie de Jamal Crawford. Les mecs vraiment très talentueux, tu vois, Ouais. par rapport à Clarkson, tout ça. Mais bon, en tout cas, il va être titulaire pendant toutes ses premières années dans la ligue. Hein. À mon avis, il y a encore un monde dans lequel il est titulaire pendant encore un moment. Mais je sais pas, j'ai du mal à l'imaginer en star d'une équipe, quoi. C'est ça, il faut voir quel type d'opportunité il aura. Est-ce qu'à un moment, il y a une équipe médiocre qui va dire c'est bon, t'es notre première option pendant un an ou deux, ou est-ce qu'il va pouvoir s'imbriquer dans quelque chose de plus où il sera sixième homme ou avec des ambitions plus élevées de la part de l'équipe. C'est toujours révélateur de voir les joueurs qui, en fonction des contextes dans lesquels ils sont mis, tu parlais de Crawford, Lou Williams et tout, ils ont cette constance, peu importe l'endroit dans lequel ils se trouvent, ils ont cette constance quand même. Et je sais pas justement. Pour l'instant, en ce moment, on voit Jordan Poole qui a du mal avec le statut supérieur. Alors il a déjà, entre guillemets, il a dit lui-même, je suis déjà champion, j'ai déjà un contrat gigantesque, j'ai déjà fini le jeu, quoi. Donc maintenant c'est du bonus. Faudra voir ce que fait Cam Thomas après, mais il est vraiment intéressant. Parce que c'est pas des petits coups de chaud au scoring à 25 points en sortie de banc. C'est un vrai bon attaquant. Il a claqué des matchs à 40 points. Il en a fait combien l'année dernière 4-5 de suite quasiment, c'était fou. Donc, c'est un vrai bon attaquant, ça c'est clair. Ouais. Hein. Il a un peu, lui, titulaire, il peut tourner entre 20 et 25 points par match, je sais pas, pendant 7-8 saisons de suite. Ce serait beau déjà, ouais. Donc, à voir. Repose-nous la question d'ici la fin de la saison ou la saison prochaine. On aura peut-être une évaluation différente. Allez, j'ai deux questions que j'ai choisi de grouper parce qu'elles concernent l'avenir de la Ligue et un poste en particulier dans la Ligue. Donc je vais vous donner les deux à la suite. Donc la première envoyée par Levadet. Pensez-vous que la Ligue est en train de prendre un nouveau virage? Après 20 ans de domination des ailiers et à moindre échelle des meneurs, la Ligue est-elle en train de redevenir une Ligue de grands dominée par le secteur intérieur? Et si c'est le cas, est-ce que c'est dû au déclin de tous les ailiers, LeBron, KD, Kawhi, etc. ou simplement parce que les meilleurs joueurs qui arrivent sont tous des intérieurs? Je vais me permettre d'enchaîner avec une autre question qui est liée, envoyée celle-ci par Jackie Channel, sur les pivots aussi. J'ai une question aussi lourde qu'un pivot. Est-ce que le poste de pivot est le plus exigeant du 5 majeur depuis 15 ans? Après les déceptions Whiteside, Drummond, Ayton qui ont aussi vite performé que déçus, entre parenthèses trop paresseux ou faciles. Après les pivots qui refusent de jouer en pivot classique, entre parenthèses Jokic, Embiid, Kat, Davis, Wemby, avec un point d'interrogation pour Wemby. Après les équipes qui ont des pivots corrects mais sans plus, entre parenthèses Looney, Zubac, Kleber, tout ça rend honneur au taf de Rudy qui reste pourtant dans l'ombre des stars. Donc question multiple autour du poste 5. C'est un sujet sur lequel Antoine, toi, on a déjà pas mal parlé parce que toi tu voyais pas un pivot en tout cas traditionnel, à moins d'être une sorte d'extraterrestre comme les Jokic par exemple ou même Embiid dans son registre. Je sais que toi tu voyais pas une équipe se construire autour d'un pivot et que la ligue avait changé, etc. Donc les pivots traditionnels à l'ancienne, j'ai l'impression qu'à part s'il y a un énorme talent ou une énorme plus-value d'un côté, comme pour Rudy, est-ce qu'on peut dire que Rudy domine vraiment? Il domine défensivement, en tout cas il est contagieux pour une équipe et c'est une défense à lui tout seul, mais c'est pas un franchise player traditionnel. C'est pas Jokic, c'est pas Embiid. Donc moi j'ai quand même tendance à penser que je pense pas qu'on puisse construire une franchise autour d'un pivot à l'ancienne. Tout dépend de ce qu'on met dans le terme pivot aussi, en fait. Qu'est-ce que doit faire un pivot aujourd'hui en NBA?
la définition, elle a changé. Je pense En que, fait, je pense que. si je peux me permettre, Pardon, vas-y. Embiid me semble quand même être un pivot plutôt traditionnel. Moi, je l'aurais classé même s'il peut s'écarter un peu plus loin que le faisaient les mecs dans les années 2000, même 2000. Pour moi, ça reste peut-être le seul actuel vrai pivot, entre guillemets, dominateur. Mais même s'il n'a pas gagné, bien sûr. Ouais, t'as sans doute raison. Hein. Moi, je dirais que la ligue, elle appartient à ceux qui ont le ballon entre les mains. Donc, en fait, peu importe que ce soit des meneurs, des ailiers, et il se trouve que Jokic est le seul pivot qui a le ballon entre les mains, qui crée du jeu, quand je dis avoir le ballon, c'est pas juste jouer des post-up. C'est pour ça que je suis d'accord sur le fait qu'Embiid, ça peut être un pivot traditionnel, c'est qu'Embiid, il va avoir besoin. Alors, il est un peu moderne aussi, je suis un peu d'accord avec vous deux, mais il va avoir besoin d'un mec qui lui passe la balle, tu vois. Jokic, il n'a pas forcément besoin d'un mec qui le sert, c'est lui qui va servir les autres. Je pense que c'est l'exception qui confirme la règle et que souvent, la plupart des pivots n'auront pas la balle entre les mains. Par contre, pour aller dans le sens de peut-être les pivots peuvent reprendre le pouvoir, ou en tout cas les grands, c'est que Yanis, il fait forcément des petits aux quatre coins du globe, Jokic, il fait des petits aux quatre coins du globe, Wembanyama, il fera des petits aux quatre coins du globe, et il y a des mecs qui vont prendre pour exemple ces gars-là et qui vont se dire, bah attends, moi je fais 2,16 m, mais je peux remonter la balle. Holmgren, je ne le mets pas dans cette catégorie, je pense, et c'est pour ça que je ne me dis pas qu'Holmgren un jour sera la superstar d'une équipe qui gagne, mais je l'imagine très bien en deuxième lame. Mais voilà, la ligue, elle appartient à tous ces mecs qui ont le ballon et qui créent du jeu pour eux, pour les autres. Et pour les stars de demain, par exemple, je pense que les Luka Doncic, les Shai Gilgeous-Alexander, c'est peut-être eux qui demain mèneront leurs équipes au titre. Alors on verra si c'est ces deux-là ou si c'est d'autres gars, mais je me dis que Jokic sera plus une exception qui confirme la règle. Et même Alperen Şengün, que je trouve très intéressant. J'ai du mal à me dire que Şengün, un jour, il va atteindre le palier Jokic, tu vois, qui me semble... Il a fallu un Jokic absolument immense. Là, on réalise pas encore complètement parce qu'on est en plein dedans, mais je pense qu'un jour, quand on prendra du recul, d'ici 10 ans, on regardera les campagnes de playoff de Jokic et on se dira, mais qu'est-ce que c'était que ce monstre, en fait. Et là, on réalisera à quel point c'était un ovni dans son époque. Et je garantis pas qu'on verra d'autres mecs comme Jokic, d'autres pivots capables de mener leur équipe au titre. On verra par exemple pour Wembanyama d'ici, 7-8 ans, peut-être 6-7 ans. Et encore, est-ce que Wembanyama, c'est un pivot? Il joue pas comme un pivot, quoi. Donc voilà, c'est des trucs différents. Mais c'est marrant. J'ai répondu qu'à une partie de la question, du coup, qu'à une seule des deux questions. Mais ce que tu dis que tu t'attends pas forcément à ce que Şengün devienne Jokic, mais moi je m'attendais déjà pas à ce que Jokic devienne Jokic, donc je n'exclus rien. On voyait Jokic, il y avait des trucs, on se disait ouais, il est un peu unique, c'est cool, mais personne pensait qu'il dominerait comme il domine là, en fait. Donc je maintiens bien sur l'évolution du jeu et des postes dominants et des profils plutôt de joueurs dominants, parce que les postes sont en train de devenir un concept un peu vague. Je m'attends à tout maintenant. En fait, il y a des périodes où il y a des tendances fortes. Là, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que c'est les joueurs protagonistes avec la balle en main qui sont les plus importants. J'ai une question défi pour vous deux, attention, envoyée par Nico. Attention, hein. Je vais commencer par toi, Antoine, tu vas te la prendre, attention, est-ce que tu es prêt? Antoine est-il capable d'épeler sans faute le nom complet de son joueur préféré du 8, quote, machin et Smith? Mais oui! Oui, H-A-Y-W-O-O-D et du coup H-I-G-H-S-M-I-T-H. Bang! Première manche remportée par Antoine Olama. Deuxième question pour Shai. Le coefficient de prédiction de Shai étant proche de 0, Haywood Smith peut-il donc viser une place au All-Star Game? À partir du moment où je l'ai pas annoncé qu'il sera All-Star, il a ses chances, hein. A priori. Mes pronostics sont catastrophiques. Mais en fait, toutes les années où j'en faisais, où on n'était pas encore comme ça connu, on nous reconnaissait pas dans les monoprix en gros. J'ai fait des pronostics pas mal. Vous regarderez, penchez-vous sur les historiques de nos pronostics. Puis un jour, t'es bien placé là. On se moque de toi parce que pour les Grizzlies, mais en vérité sur les pronos de saison, t'es bien placé. Je crois que t'as une finale Nuggets Celtics. T'as quoi? T'as pas mal de bons pronos. C'est parce que j'ai fait dans le safe pour une fois. J'en avais marre des moqueries populaires. Après 10 ans à mettre Orlando en finale NBA, chaque pronostic de début de saison. C'est ça. Merci à Nico en tout cas qui a pensé à moi parce qu'il avait dit que c'était puisqu'il savait que j'aimais bien cette équipe floridienne et qu'il voulait vous mettre un petit taquet au passage. Allez, j'enchaîne avec une question de Sheik, question que j'ai trouvée vraiment intéressante. Il voudrait savoir si
Au cas où ça aurait été le cas, quels événements, actions ou accomplissements vous ont fait passer de hater d'un joueur, ou de joueur au pluriel, à sympathisant voire fan? Et il précise, je prends mon exemple personnel, j'étais un hater de Kobe pendant de longues années, les choses ont changé à partir de ses 81 points et définitivement lors de son passage du 8 au 24, je l'ai trouvé changé, différent et je me suis mis à l'apprécier. Ouais, je vais commencer parce que je vais surfer sur je vais surfer sur Kobe, sur l'exemple Kobe parce que alors c'est pas que je détestais des joueurs, mais tout sport confondu, moi j'ai toujours eu du mal avec les joueurs dominants, les champions. J'aime bien les outsiders, comme l'indiquent mes préférences en matière de sport et d'athlètes. Pour Kobe, Kobe avec ses Lakers qui a explosé à chaque fois les équipes que j'aimais bien. Kobe, moi c'est pas les 81 points qui m'ont changé, et c'est comme pour toutes les stars que je me mets à aimer sur le tard, c'est le moment où il y a cette vulnérabilité liée à des blessures. Je pense à Ronaldo en foot, Ronaldo le vrai entre guillemets pour les anciens, que j'aimais pas quand il était à son summum où il écrasait tout le monde et que j'ai aimé à partir du moment où il avait des blessures au genou. Kobe, le jour où il s'est fait le tendon d'Achille contre les Warriors, et tout ce qu'il a entrepris après pour revenir, je pense que je me suis un peu plus intéressé à lui à ce moment-là, au-delà de la figure de mec arrogant, super fort et tout. Et je me suis un peu rendu compte de choses et je l'ai trouvé peut-être aussi un peu différent. Et je suis passé de. Alors, hater, c'est un bien grand mot, mais j'ai eu un respect nouveau pour lui. Et en deuxième exemple, rapidement comme ça, j'avais du mal avec Westbrook en début de carrière aussi, tout en admirant le joueur que c'était. Hein. Je l'ai dit dans la late session de mardi dernier, c'est le joueur qui, IRL, m'a fait la plus grosse impression, je pense, en termes de d'ébauche d'énergie, d'explosivité, tout ça. À partir du moment où il a commencé à avoir des galères et à être disrespecté un peu, notamment aux Lakers, bah, j'ai eu plus d'affection pour lui parce que c'était une période où il était vulnérable et on voyait une autre facette de lui, je pense. Donc, bon, voilà, j'ai ces deux exemples-là en tête. Ouais, moi, pareil pour Kobe, hein, je vais surfer sur l'exemple. Alors, ça va être très similaire à ce que tu as dit et ce que nous a dit l'auditeur. Je ne sais pas si je l'ai détesté parce qu'en fait, je pense qu'entre l'amour et la haine, il y a une ligne très fine et des fois, tu détestes quelqu'un parce qu'en vérité, tu l'aimes bien. Parce que Kobe, mine de rien, j'aimais pas les Lakers. Kobe, il se la racontait de ouf. Mais en même temps, c'était le mec dont je checkais le plus les stats le matin, je pense. C'était vraiment un réflexe. Je sais qu'un jour, Jalen Rose a dit la même chose. Et j'ai dit, ah ouais, mais en fait, les joueurs NBA, ils sont comme nous, quoi. Tu vois, vraiment, moi, je me levais, je checkais les stats de Kobe. Lui, alors, Jalen Rose, c'était pas le matin, mais et voilà, il avait reconnu que le premier truc qu'il faisait, c'était se connecter pour voir combien de points avait mis Kobe. Je faisais la même chose, un peu comme l'auditeur. Je dirais que quand il est devenu numéro 24, qu'il a coupé l'afro, je sais pas, il y a eu un espèce de changement. Les Lakers, c'était moins fort. J'ai commencé à déjà tolérer un peu plus, ou même à des fois essayer de le reproduire. Enfin, qui n'a pas crié Kobe en prenant des fadeaways dehors sur un playground? J'avais déjà un peu ce côté Kobe, mais c'était pas mon joueur préféré. Et là où par contre j'ai commencé à surkiffer Kobe, mais vraiment surkiffer, c'est quand il a assumé. On a déjà parlé plusieurs fois, notamment avec Théo. Quand il a commencé à assumer son côté connard, genre ouais, mais au final je suis un connard et je vais arrêter de faire semblant d'être un mec bien et je vais vous montrer que je suis un connard et je vais le reconnaître publiquement. Là, à partir de là, je sais pas, il y avait un truc qui était complètement différent des autres joueurs NBA dans sa manière de s'exprimer, et Kobe est devenu un de mes, ouais, pas un de mes humains préférés, faut pas déconner, mais je sais pas, j'ai commencé à vraiment kiffer le mec, à vouloir l'écouter parler. Et il y avait un truc chez lui que j'adorais. Et autre exemple, alors je suis pas vraiment devenu un fan, mais j'ai longtemps détesté LeBron James. Je voulais toujours voir LeBron perdre, que ce soit au Heat, aux Cavaliers. Le pire, c'est que j'étais même pas pour les Warriors, mais je voulais pas voir LeBron gagner. Mais alors, il n'y a pas eu un élément précis, mais c'est juste à force d'eux, à un moment, tu te dis non, mais il est trop fort, je suis quand même obligé de respecter, quoi. Je respecte grave la carrière. Alors, je suis pas un fan de LeBron James, mais je suis obligé quand même de surrespecter la carrière et le niveau de jeu du mec, qui m'a par contre agacé, mais à de très nombreuses reprises. C'est marrant parce que toi, tu criais Kobe en faisant des fadeaways sur le playground. Moi, c'était au lycée en jetant des boulettes de papier dans la corbeille. C'est deux salles Ouais, de bah ambiance. si, j'ai fait aussi ça. Il y a plus de risques dans le choix de Shai. Hein. Tu peux te faire prendre une heure de colle, prendre des mots dans ton carnet. Je pense que C'est super dur de peu marquer gonflé. dans la corbeille avec une boulette en papier. C'est mon type de basket, ça.
Allez, deux questions à nouveau que j'ai regroupées parce qu'elles concernent toutes les deux Victor Wembanyama et le trophée de rookie de l'année. Je vais commencer par celle de Dino Fava. Dans la course au rookie de l'année, Victor Wembanyama, même s'il n'est pas responsable des choix de coaching catastrophiques, peut-il vraiment y prétendre, sachant que son impact sur le bilan risque d'être négatif? Ils ont fini avec 22 victoires en 2023, ce qui semble inatteignable pour la saison en cours. Peut-on être Roy sans faire progresser son équipe? Et je vais vous poser tout de suite la deuxième question envoyée par Jules. Le changement de position de Victor au poste 5 coïncide-t-il avec l'annonce du titre de rookie du mois du Grand Astico d'OKC? Franchement, j'ai l'impression que c'est en réaction en interne pour que Victor puisse, entre parenthèses, enfin mieux se faire voir et que les prochaines nominations soient pour lui. C'est bien vu ça, j'aime bien cette petite théorie là. J'avais pas trop pensé, mais c'est vrai que c'est quasiment dans la foulée qu'il a été repositionné. Après, ça peut être aussi le résultat d'une forme alors de bashing ou de répétition des critiques. Au bout d'un moment, il s'est dit bon, allez, on va peut-être changer quelque chose, mais c'est très possible. C'est très possible. Je sais pas, est-ce que dans les discussions, enfin voilà, Victor a déjà dit que c'était important pour lui aussi d'être rookie de l'année. C'est pas impossible que ça ait joué. Sinon, par contre, s'il y a bien un trophée, je pense, où le bilan de l'équipe n'est pas très important, je pense que c'est celui de rookie de l'année. Parce qu'on va regarder vraiment la performance individuelle. Et en plus, je crois pas il a plutôt un impact positif. C'est globalement, quand il est là, les Spurs ne deviennent pas des machines de guerre, mais on voit quand même que quand il est sur le terrain, qu'ils inspirent un peu plus la crainte que quand il n'est pas là. Ça paraît d'une évidence folle, mais moi je pense qu'il est totalement dans la course au rookie de l'année, qu'il a encore de très bonnes chances d'y arriver, surtout en jouant pivot et en enchaînant les matchs avec des gros stats comme il fait là. Donc là, pour moi, c'est pas du tout un prérequis d'être dans une équipe performante. C'est bien l'un des seuls trophées, je pense. Moi, je pense aussi qu'il est dans la course. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques semaines, quand justement on en parlait un peu de ça, je disais, ouais, ok, Holmgren, j'étais le premier à dire, je pense qu'Holmgren, pour l'instant, c'est lui qui est en tête dans la course au Roy. Mais je trouvais ça exagéré de dire que Wembanyama était un moins bon joueur qu'Holmgren, en fait. Ah ouais, Je non, trouvais c'est clair. juste que ça. Ah ouais. Et en fait, honnêtement, je trouve qu'aujourd'hui, Wembanyama, c'est le meilleur joueur des deux. Je sais que ça peut sembler bizarre. Je pense que là, Holmgren, il est en tête pour le Roy, mais je trouve que Wembanyama, c'est déjà un meilleur joueur. Après, ils ont des rôles tellement différents que c'est difficile de comparer. Je pense que paradoxalement, Holmgren, il ferait pas beaucoup mieux s'il était à la place de Wembanyama aujourd'hui. Je ne sais pas ce que donnerait Wembanyama avec le Thunder, mais je pense qu'Holmgren, il n'aurait pas forcément la même. Ça marcherait pas forcément mieux que Wembanyama. Et pourquoi je parle de meilleur joueur? Parce que comme tu l'as dit, je pense que le trophée de rookie de l'année, si tu as un joueur qui est meilleur que l'autre, ça peut suffire à avoir le trophée. Et si ça se confirme là dans les prochains mois, et je pense que Wembanyama, il va vraiment monter en puissance, même si ça peut aussi être le cas d'Holmgren, je pense que Wembanyama, il a encore toutes ses chances pour gagner le trophée. Complètement, hein, parce que c'est là la distinction importante entre le meilleur joueur théorique, ce qu'on voit du joueur et ce qu'il apporte dans un contexte précis. Parce que je pense que tu as raison, je ne suis pas sûr qu'Holmgren serait très bon à San Antonio, mais il est quand même incroyablement bien entouré à OKC. C'est quand même tout à son honneur d'être aussi fort. Il est d'une propreté, d'une efficacité. On le répète tous les jours, tous les matins dans le CQFR, dès qu'on joue, on le voit, mais il joue avec la maturité et l'efficacité d'un vétéran. Je pense qu'il ferait pas les mêmes. Je suis pas sûr qu'il ferait les mêmes choses à San Antonio. Il serait bon, il serait peut-être, il aurait des stats, les meilleurs stats de l'équipe peut-être, mais et à contrario, par contre, je pense que Victor serait au moins aussi efficace que Holmgren, au moins aussi impressionnant et impactant qu'Holmgren à OKC. Donc c'est le meilleur joueur. Je pense que c'est le meilleur joueur théorique, Wembanyama, mais que pour l'instant, avec ce qu'il apporte et le fait qu'il soit titulaire et comme tu le dis aussi souvent, Antoine, c'est le deuxième meilleur joueur de l'équipe déjà. Holmgren mérite pour l'instant d'être rookie de l'année à mon sens. Il faudra voir qui encaisse le plus le rookie wall. Ça. Ça va être ça la clé au final. C'est qui va avoir le plus gros coup de mou. Parce qu'au final, ce qui s'est passé en novembre, décembre, ça va très vite sortir de la tête des votants et c'est les 3 derniers mois qui seront vraiment déterminants dans la course au trophée, comme chaque trophée au final, chaque année. Allez, on va rester du côté des Spurs avec une question de Ben qui concerne Evan Fournier. Il nous dit « Je vois bien Evan Fournier aux Spurs, ça ferait sens pour lui, temps de jeu à court terme. Ça manque de vétérans, il y a un cap spacieux. En échange de Bullock,
plus McDermott ou Haussmann. Evan serait avec du top coaching avec Wemby en vue des Jeux Olympiques. Qu'en pensez-vous? Et derrière, il demandait aussi si c'était pas les Spurs, quelle équipe ferait sens selon vous pour Evan? Je sais qu'on avait posé une question un peu similaire lors d'un CQFR précédent, mais le côté Spurs c'était intéressant, je trouve. Bah, juste sur l'équipe en question, je reste sur ma position, n'importe quelle équipe, mais s'il doit y avoir une équipe, non, mais vraiment, parce que c'est. Je veux dire, les JO arrivent, n'importe quelle équipe où il peut avoir 15-20 minutes de jeu, c'est vrai, parce que là, au début, on s'était dit, on lui souhaite quelque chose de compétitif, c'est quand même un bon joueur de NBA, on lui souhaite la meilleure situation possible, mais si les chances la plus importante, c'est les JO, il faut qu'il ait du temps de jeu avant les JO, ou peu importe où c'est, en fait. Et, j'ai bien aimé, on a discuté, je me mélange un peu, mais je crois que c'était dans la Lead Session, on a parlé un peu de ça. Il y avait l'hypothèse Minnesota qui moi, me plaisait plutôt bien parce que c'est un bon mix de compétitivité et avec un rôle qui me semble apporter quelque chose à Minnesota. Et donc, par définition, à Evan. Ouais, moi, les Spurs, je comprends, mais ça m'attire. Enfin, je trouverais ça dommage. Il est sur une autre. Il n'est pas sur la même, au même stade de sa carrière par rapport aux joueurs des Spurs. C'est une équipe qui est en développement. Oui, ça apporterait une présence vétéran, mais quelque part, il y a déjà beaucoup de minutes à donner à Keldon Johnson, à Devin Vassell, à Malaki Branham sur les mêmes postes. Pas la peine de faire venir Evan Fournier là-dedans. Moi, Evan, j'aimerais le voir dans une équipe ambitieuse, mais capable de lui donner au moins 20 minutes de temps de jeu chaque soir. Et dans ce cas-là, je suis tout à fait d'accord sur Minnesota, Milwaukee, je sais pas, Denver, Oklahoma City, Dallas. Il y en a plein, en fait, n'importe quelle équipe. Ouais, c'est quelle équipe que j'avais insisté? Je crois que c'était pour Milwaukee où j'avais dit, ouais, je crois que quand on avait posé la question la semaine dernière, j'avais répondu Milwaukee. Milwaukee, je trouve ça complètement, ça a du sens. Mais ouais, Denver, Minnesota, tout plein d'équipes qui vont jouer les playoffs et qui peuvent avoir besoin d'un shooter en sortie de banc. Ça peut être intéressant de voir Evan Fournier là-bas. Allez, une question qui concerne les Knicks, mais qui va pas forcément faire plaisir aux fans des Knicks. Elle nous est posée par Tino, qui nous dit: les Knicks ont un supermarché, une super salle, mais là c'est pire qu'avant. On peut même pas se foutre de leur gueule. Ils sont sérieux et moyens. Coach moyen, joueur moyen, niveau de jeu moyen. C'est sûrement l'équipe la plus ennuyante de NBA. Question: on casse tout, ou ont-ils les moyens de faire un voire deux trades pour devenir au moins contender? Car là on est parti pour 5 ans avec un tour de playoff et on rentre à la maison. C'est déjà bien comparé à ce qui s'est. C'est une belle évolution pour les. Non, mais tu te rends compte déjà, enfin, c'est parce que, enfin, il faut se souvenir des dernières saisons, de l'historique. Tu prends leur dernière participation au final. Après, il y a eu tellement de situations où c'était ridicule, avec des joueurs surpayés, du drama en interne. Enfin, très peu de vraies campagnes de playoff dignes de ce nom. Dire, même les périodes récentes correctes avec Carmelo Anthony, enfin, il n'y a pas eu beaucoup de campagnes de playoff où ça allait ne serait-ce qu'au-delà du premier tour. Donc, de la stabilité, c'est bien aussi. Construire dans la stabilité où il n'y a pas de drama. Je veux dire, le coach, on en pense qu'on en veut. Moi, je fais partie des gens qui aiment bien Thibodeau avec tous ses défauts, tous les défauts qu'on connaît. Mais déjà, être dans la normalité, c'est presque un luxe pour New York. Il faut se rendre compte de ça, je pense. Hein. Et ils ont les atouts pour, s'ils ont envie. De toute façon, on le sait, c'est pas un secret. Ils guettent une superstar qui leur conviendrait et pour lesquels ils pourraient utiliser les atouts qu'ils ont en magasin. Donc non, moi je suis en tant que gros amateur d'Enix, je suis plutôt content de cette normalité et plutôt optimiste pour ce qu'ils peuvent faire après. Alors c'est sûr, le ventre mou, c'est ce qu'il y a de pire. Ils sont pas dans le ventre mou, ils ont passé un tour de playoff l'année dernière. Les perspectives sont pas catastrophiques. Il y a des bons joueurs, c'est fiable. Donc ça manque peut-être de drama pour certains, mais moi j'aime bien. Moi, je les mettrais quand même dans le ventre mou, par contre. Mais Ouais. par contre, je vais arriver à la même conclusion que toi. Je dirais que c'est la dernière fois que les Knicks ils ont joué 5 campagnes de playoffs de suite. Il faut remonter à la fin des années 2000, à la fin des années 90, pardon. Donc leur dernière entre 97 et 2001, c'est là où ils font les 5 campagnes de playoffs. Ils en font même plus que 5, mais c'est là la dernière fois qu'ils sont allés autant de fois d'affilée en playoffs. Donc ça remonte à plus de 20 ans. Je pense que pour les Knicks, ça serait bien parce que ce qui a souvent posé problème aux Knicks dans le fait pour attirer une superstar, c'est justement que cette franchise manquait de stabilité.
On parle de James Dolan, mais en vérité, c'est pas James Dolan qui empêche des superstars de signer. Oui, Kevin Durant peut-être et Kyrie Irving, ils sont pas venus pour James Dolan. Mais les joueurs NBA, tu leur alignes un contrat avec des millions, t'inquiète pas qu'il y en a bien un moment qui va prendre, même si c'est James Dolan. Il y a des tonnes de superstars qui ont joué pour Donald Sterling. T'inquiète pas qu'il y aura toujours quelqu'un pour jouer pour James Dolan. Je pense que le vrai problème, c'était le manque de stabilité. Toujours des changements de dirigeants, des changements de coach, du drama, justement. Là, il n'y a pas de drama. Si tu arrives à montrer sur 3-4 saisons de suite que tu es une équipe de playoff où ça travaille bien, où il y a des bons choix, où le coach reste en place, le dirigeant reste en place, il y a une superstar qui va vouloir venir. Et là, effectivement, tu auras avec les Quickley, les Pick, Barrett, Randle, etc., tu vas pouvoir faire ce trade qui te fait venir la superstar à New York et on pourra repartir sur du drama et plein de grands rêves. Mais je pense que pour l'instant, c'est très intéressant pour New York d'être dans le ventre mou. Et s'il y a 5 campagnes de playoffs de suite, même si c'est 5 sorties au premier tour, je peux te dire que ça sera une victoire pour New York, je pense. L'essentiel, ça va être au moment où ils auront verrouillé la cible sur la star qu'ils auront choisie. Il ne faudra pas qu'ils se plantent à ce moment-là, quoi. Qu'ils hypothèquent une partie de leur avenir sur un des gros joueurs, il ne faudra pas qu'ils se plantent. C'est ça ce sera le moment crucial. Pour l'instant, ça travaille bien. C'est aussi simple que ça. Allez, maintenant, question complètement différente. Pour vous sortir un petit peu de votre zone de confort, attention, c'est le genre de questions où vous pouvez vous faire trader d'un moment à l'autre en échange de Pierre Armand Samama. Question envoyée par Romain. Quels sont vos moments emblématiques en NBA en ce qui concerne les sneakers ou le style? Et pourquoi pas les pires? Wow. Moi, déjà, ça va être très rapide parce que c'est vrai que je ne m'intéresse pas aux sneakers. Mais concernant le style, ça va être très bizarre ma réponse, mais j'avais beaucoup aimé quand les Toronto Raptors, ils portaient tous un bandeau sur une campagne de playoff là, avec les Jerome Williams, Vince Carter, etc. Voilà, ça m'a marqué question style, je trouvais ça cool. Et pareil pour les Trail Blazers, ils faisaient un peu pareil. Bonzi Wells et Rashid Wallace avec un bandeau, c'était le top du style selon moi. Voilà, ça remonte à 20 ans. Merci. Antoine, il aime les gangsters, c'est normal. Alors moi aussi, je suis très très mauvais. J'aime bien lire et regarder et écouter les contenus sur les sneakers et tout ça, ça m'intéresse bien, mais je suis pas du tout collectionneur ou quoi. Même au niveau des maillots, je suis déjà pas collectionneur. Donc le style, mais c'est plus de la nostalgie sur comment les mecs arrivaient à partir à l'époque Iverson, où ils avaient une certaine liberté sur la manière dont ils arrivaient à saper au match, tout ça. Et après, sinon, j'ai pas de grands avis, de grandes théories sur qu'est-ce qui est même un beau maillot, quels sneakers sont les plus adéquates, les plus stylés. Je serais pas très pertinent, je pense, sur le sujet. On a nos spécialistes maison pour ça. Justement, Pierre, tu parlais de Pierre Armand. C'est écouter Pierre Armand et Théo dans les Hoop Culture. Parfois, ça parle aussi de style et de culture hors terrain. Mais c'est clair, Pierre Armand, c'est vraiment le cadre il est trop fort. Hein. Dans la matière. Je me permets de donner mon avis. Moi, il y a 2 trucs, mais c'est pas de la NBA en fait. C'est le Fab Five de Michigan avec les shorts baggy, les chaussettes noires, les URH. Moi, j'avais pris ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et dans les pires, il y avait quand même les t-shirts avec les manches là, en NBA, là, les maillots. Ah ouais, ça c'est récent, on a connu pour le coup. Ouais, ça non, ça jamais, plus jamais. Les bandeaux bandana aussi, c'est pas ouf. Hein. Ce Jimmy Butler là, c'est que même maintenant, c'est pas ouf non plus. Ça a été interdit depuis, mais au bout du compte, des fois, je trouvais ça moins moche que les bandeaux tout court. Ah, les bandeaux tout court, c'est dur. Hein. C'est clivant. Moi, j'aime bien les bandeaux tout court. Moi, l'image marquante. Je n'en porterai jamais un, mais. L'image marquante avec le bandeau, c'est Steve Blake avec un bandeau, c'était incroyable. Top 0 de la street cred, quoi. Enfin, niveau 0 de la street cred. Et pourtant, Steve Blake, qui était pas un rigolo, si vous tapez dans YouTube Steve Blake Fight, vous serez étonné des images sur lesquelles vous risquez de tomber de son époque à la fac. Je vous laisse découvrir ça pendant le week-end. Allez, on enchaîne avec une question de Nico qui concerne les Sixers. Est-ce que vous pensez que Daryl Morey, avec les joueurs et les pics qu'il a récupérés dans le trade d'Arden, va tenter un coup à la trade deadline, et si oui, lequel? Perso, j'aimerais bien qu'il aille chercher Caruso contre des pics et Covington ou Morris, ou alors Tobias Harris et des pics contre Siakam ou Markkanen. Antoine Trade Machine Pimel, as-tu un avis là-dessus? C'est des très belles, c'est des belles propositions. J'avais même pas pensé au côté Markkanen, Sixers, ça marcherait bien, hein, je pense. Hein. Mais en tout cas, par contre, est-ce que Morey va tenter quelque chose? Oui, c'est évident, c'est dans sa nature, c'est dans son ADN. Il a des atouts. Il y aura au moins un move. Après, est-ce que ce sera un move de très grande envergure, genre Siakam ou Markkanen, je sais pas, mais oui, Caruso, je pense qu'il va tenter. Enfin. Il va forcément tenter quelque chose pour renforcer l'équipe. Je pense quand même qu'il est conscient que les Sixers
sont pas très loin du compte, mais n'y sont pas non plus quand même. Donc je serais pas surpris qu'il tente un truc. Par contre, il tentera pas Lavine, ça j'y crois pas. J'y crois pas du tout à cette rumeur. Zach Lavine à Philly, ça aurait pas de sens. Mais ouais, Siakam, si tu récupères Siakam ou Markkanen je sais pas si Siakam c'est mieux que Tobias Harris. Pour des questions de style, hein. C'est un meilleur joueur, mais je sais pas si pour des questions de style ça c'est mieux. Je suis pas convaincu. J'ai l'impression que Siakam il a quand même vraiment besoin d'avoir la balle entre les mains, alors que c'est intéressant pour les Sixers d'avoir un shooter aux côtés d'Embiid. Mais c'est vrai que Markkanen, s'il arrive à défendre un peu, c'est quand même un plus gros talent offensif que Tobias Harris. Là, ce serait fort. Ouais, c'est ça. Je pense aussi qu'il va tenter. Moi, il y a ces pistes-là, je les trouve séduisantes et elle me ferait revoir ma copie sur Philadelphie je trouve que les Sixers font une belle saison, au-delà de mes attentes comparé à ce qui pouvait arriver autour de James Harden et tout ce qu'il y a eu autour. Moi, j'ai une sorte d'obsession avec Siakam. J'ai envie de le voir quelque part. J'ai l'impression que c'est vraiment la pièce qui va changer. Là où il atterrira, ça va tout changer. Il faut juste que ce soit au bon endroit. Philadelphie, ce serait bien. Et voilà, la connexion évidente entre Camerounais avec Joel Embiid. Mais je respecte beaucoup ce que fait Tobias Harris. Il a été beaucoup critiqué depuis qu'il est là, gros contrat. Et effectivement, il est quand même il fait vraiment le job. Il est discipliné. Il sait faire quand même beaucoup de choses. Mais j'ai l'impression qu'un Siakam, ce serait une vraie plus-value par rapport à Harris. Allez, on va rester comme ça parlait de Markkanen. J'ai une question de Hervé, cette fois-ci qui concerne les Warriors. Il demande, est-ce qu'un deal Warriors-Lakers qui enverrait Thompson et Green, les deux ayant des attaches à LA en échange de Reeves et Hachimura, ne ressemblerait pas à un trade gagnant-gagnant? Il précise, il faudrait peut-être l'ajuster en fonction des conditions contractuelles. Et sinon, est-ce que les Warriors, qui à mon sens devraient en finir avec Green et Thompson, ne pourraient pas non plus tenter quelque chose avec Utah et Markkanen? Le Reeves Hachimura, les Lakers, ils le font pas, hein. C'est le Draymond Green, le Draymond, à la limite Draymond, le niveau de jeu, ça passe, il n'y a pas de problème. Le Green pour Hachimura, ils le tentent sans doute, mais le Thompson pour Reeves, les Warriors ils sont gagnants sur cette affaire en fait. Thompson aujourd'hui, Reeves, il a 25 ans, il est à son top physiquement, il est encore en pleine progression. Et il est déjà meilleur offensivement, bien meilleur balle en main. C'est peut-être pas un aussi bon shooter que Klay Thompson, mais il est meilleur balle en main que Klay Thompson. Et Thompson est en fin de contrat en plus. Ouais, Klay Thompson est en fin de contrat. Alors ça marcherait déjà pas au niveau des salaires, mais je pense que ce deal, jamais les Lakers le font. Pour celui de Markkanen aux Warriors, je trouve que l'idée elle est intéressante. Les Warriors, ça leur permettrait. De toute façon, les Warriors, ils vont devoir se poser la question de se réinventer. C'est-à-dire que leur fenêtre, elle n'est pas complètement fermée tant qu'il y a Stephen Curry. Par contre, est-ce que dans l'état, cette équipe, elle peut encore vraiment gagner? Alors moi, je suis un des rares optimistes. Je ne sais pas s'ils peuvent gagner, mais je pense qu'ils peuvent aller loin. Mais il faudrait plusieurs électrochocs. Il faudrait un électrochoc de Thompson, un électrochoc de Green, un électrochoc de Wiggins. Ça fait peut-être quand même beaucoup. Au bout d'un moment, moi-même, il faut que je reconnaisse. Ça fait beaucoup de si. Donc, les Warriors vont devoir se réinventer. Je ne pense pas qu'ils le feront pendant la saison. On en a déjà parlé dans le CQFR de samedi dernier, mais ça te force, ou dans le podcast, pardon, ça te force à complètement changer ta manière de jouer si tu transfères Klay Thompson, Draymond Green. Donc, je pense que c'est un truc qui est mieux à faire pendant l'intersaison. Et je pense aussi que Stephen Curry sera sondé sur la question. Et peut-être que Curry décidera, non, je suis allé au top avec ces mecs-là, je vais couler avec ces mecs-là et je m'en fous je veux pas rejouer pour le titre, je vais juste jouer avec ces mecs-là, je crois en ces mecs-là et on continue jusqu'à la fin. Et si on meurt ensemble, on meurt ensemble. Peut-être que c'est ce que dira Curry, hein. Il a toujours été très fidèle à Thompson et Green. Green et Thompson lui ont toujours été très fidèles, donc c'est possible que les trois restent juste ensemble et meurent ensemble, entre guillemets. Après, oui, le deal de Markkanen, il est bien, mais je vois pas ce que le Jazz peut vraiment vouloir. Il faudrait que Kuminga ait un plus fort potentiel que ça. J'ai pas l'impression que Kuminga, son potentiel suffise à ce que tu lâches Markkanen, dans le sens où les Warriors n'ont pas assez de pics. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de pics à Golden State de disponibles. Tu sais que tu es vraiment 4 pics où tu te dis, OK, j'ai lâché Markkanen, mais j'ai récupéré 4 premiers tours de draft, quoi. Et je les ai récupérés sur des années où Curry sera à la retraite. Là, je pense qu'il n'y a pas assez de pics disponibles pour que ce deal se fasse. Moi, t'imagines si Mike Dunleavy, sur sa première année en tant que GM, il trade Klay Thompson et Draymond Green? Tremblement de terre quand même. Je pense moi, je les ai toujours envisagés finir ensemble. J'avais un doute sur Draymond. À un moment, il parlait quand même pas mal du fait qu'il s'était assez sacrifié, qu'il avait besoin de son argent, tout ça. À partir du moment où il avait signé sa prolongation et avant qu'il pète des durites, là, je pensais quand même qu'ils allaient finir ensemble. Peut-être j'arriverai à envisager le trade d'un de ces deux-là,
mais les deux en même temps, ça me paraît fou, en fait. Et je suis dans l'idée qu'ils vont quand même essayer d'aller jusqu'au bout avec ces trois-là, jusqu'à ce qui est possible. En tout cas, cet été, il y aura la question de Klay Thompson. Les négociations sont au point mort et en l'état, il va tester le marché. Il n'y a pas pas trop de doute là-dessus. Il faut pas oublier qu'il y a Wiggins aussi qui est théoriquement un atout intéressant à trader. Ils sont pas obligés de trader ou Draymond ou Klay Thompson. Wiggins, il est quand même dans une mauvaise spirale. Il est envoyé sur le banc. Parfois, c'est pas toujours une sanction, mais là, clairement, il sous-performe. Il n'est pas le joueur qui leur a permis de remporter le titre il y a 2 ans. Je vois pas ce trade-là. Par contre, Markkanen qui vient, oui, on a vu les rumeurs, on en parlait tout à l'heure. Il y a des rumeurs et c'est tout à fait le genre de move qui peut leur permettre de redynamiser l'effectif. Mais je pense pas que ce sera qu'un move impliquera Clay et Draymond en même temps. Et avec là les démarches qui ont été entreprises pour aider Draymond. Quand on voit c'est parenthèse, mais quand on voit les déclarations sur Draymond de Steve Kerr, des autres joueurs, même de Rudy Gobert, on a l'impression qu'on parle d'un mec qui est addict, qui est drogué, qui part en cure de désintox. Enfin, c'est assez surréaliste. Je pense qu'ils vont prendre le temps d'essayer de le retaper quelque part mentalement, d'essayer de faire en sorte qu'il redevienne le joueur qu'il est censé être sans toutes les incartades. Donc je les vois pas trader ni l'un ni l'autre. Voilà, tout simplement. Moi non plus. Je pense que ça se fera via Wiggins. Je pense aussi. Wiggins, Kuminga, le pack Wiggins, Kuminga. Si trade il doit y avoir, mais en soi, il est plutôt pas mal ce package. Wiggins requinqué et Kuminga, c'est pour une équipe jeune qui est sur une timeline différente des Warriors. Je pense qu'avec beaucoup plus de responsabilités de temps de jeu, il y a quand même moyen que ce soit. Moi, je le trouve quand même encore pas mal. Je me demande à quel point le contexte fait qu'il est important dans de l'impact sur les prestations qu'on peut juger parfois décevantes. Je pense qu'il a quand même encore, athlétiquement, c'est quand même fou. Ce qu'il fait, il fait des trucs. Mais le package Wiggins-Kuminga, à mon avis, il peut te permettre d'attirer, de convaincre une équipe de te lâcher un asset intéressant. Allez, je vous propose qu'on s'arrête là-dessus. Je voulais vous remercier à nouveau pour toutes les questions que vous avez envoyées. Malheureusement, on n'a pas le temps de toutes les poser. Voilà, je pense à Kikish de la Late qui a envoyé une question, Prince Ali, Geoffrey, tous les autres. Merci encore de nous poser toutes ces questions. Je vous laisse le mot de la fin. Tous les deux, de toute façon, on se retrouve dès demain, dimanche, avec le Hoop Culture notamment. Cet après-midi, samedi, avec le Mob Deep. Et puis lundi pour le CQFR. C'est ça, les gars? Tout à fait. C'est les rendez-vous de la semaine. Et puis évidemment, encore merci. Yes, merci pour vos questions, c'est toujours cool. Même si c'est toujours particulier de la spontanéité, c'est bien, ça nous change un peu. Non, je rigole, on prépare jamais rien. Écoutez, sur ces très belles paroles, bon week-end à tous. Ciao, ciao. Ciao.